Bonjour à toutes et à tous, je me présente, je suis Luce Grosjean, je dirige une société qui s'appelle Miou Distribution qui fait de la vente et de la distribution de courts-métrages d'animation et aujourd'hui je suis là en tant que présidente du REC qui est la réunion des exportateurs de cours et on va essayer de vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur ainsi qu'à tous les membres du REC donc, qui regroupe tous les vendeurs de courts-métrages français qui ont des sociétés de production, afin de vous parler qu'est-ce que c'est que vendre du court-métrage, quelle est la valeur du court-métrage et surtout faire un état des lieux économique. Parce que on est un mélange de... C'est bon, le Larsen est mieux. On est un mélange de... Si je me tourne comme ça, peut-être que ça sera mieux. De professionnels et évidemment, hop, voilà, je remets la bonne page. En tout cas, l'idée, c'est de vous présenter un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire financièrement avec un court-métrage, qu'est-ce qu'on peut attendre, comment c'est diffusé. On est souvent confronté à une même idée et un lieu commun qui est que le court-métrage n'a pas d'une valeur économique, que le court-métrage doit être gratuit, même si c'est génial d'avoir des événements comme la fête du court-métrage, plein d'événements gratuits. Derrière, il y a quand même une économie. C'est ce qu'on va essayer de vous montrer ce matin. Et pour pouvoir vous parler au mieux de tout, comment fonctionne la vente et la distribution de cours, j'ai la chance d'avoir une ribambelle d'invités incroyables autour de moi. Tout d'abord, on va commencer à échanger avec Sophie Jardillier, qui est directrice adjointe des études des statistiques et de la prospective du CNC et de l'image animée. Nous aurons ensuite Tiziana Degidio, Nathalie Lebel et Jean-Charles Mille qui viennent respectivement d'Unifrance, de l'agence du court-métrage et de Premium Film pour nous parler un petit peu de quels sont les espaces où on peut vendre et vous parler un peu de fenêtres d'exploitation, qui est une idée quand même qui existe dans le court-métrage. Et on terminera avec deux programmatrices qui sont Agnès Salson et Marine Gaillard, qui, à deux endroits différents, programment du court-métrage pour que vous puissiez aussi vous mettre à la place des personnes qui choisissent de montrer du court-métrage. Voilà. L'idée, c'est que ça soit fluide, on aura du temps pour répondre à toutes vos questions à la fin de cette présentation. Néanmoins, si on est dans notre argot et que vous ne pouvez plus suivre parce qu'on utilise des mots qui n'ont pas de sens ou en tout cas qui... N'hésitez pas à lever la main, on essaierait de répondre à toutes vos questions. Voilà. Donc, déjà, merci beaucoup Sophie d'être ici. Merci à la Fête du court-métrage de nous inviter pour parler de ce sujet qui nous tient particulièrement à cœur, Et j'espère que ça vous apprendrez plein de choses. Et du coup, Sophie, je te laisse la parole. Est-ce que tu veux que je m'assoie à côté de toi ? Oui, finalement, en fait, on est trop loin. Alors, du coup, bonjour. Je suis effectivement très contente d'être ici avec vous et de vous présenter donc, les chiffres du court-métrage. Donc, les chiffres du court-métrage, ça va commencer par les aides du CNC qui sont livrées au court-métrage. Et en 2024, le court-métrage, c'est 15,4 millions d'euros d'aide. Donc, on a repassé la barre des 15 millions qu'on avait déjà atteint en 2021 et 2022. Et quand on parle d'aide au court-métrage, on est sur des dispositifs qui accompagne le court-métrage à toutes les étapes de sa vie, donc sur le développement artistique, écriture, réécriture et développement, à hauteur d'1 million d'euros en 2024, mais aussi sur la production, à hauteur de 10 millions d'euros, sur tout ce qui va être mécanisme transverse, donc on va avoir la musique, l'animation, les effets visuels, mais aussi la diversité, à hauteur de 2 millions d'euros en 2024, et enfin tout ce qui va être fonds régionaux, qui atteignent à peu près 3 millions d'euros en 2024. Si on se focalise sur les dispositifs qui sont vraiment pour le court-métrage, on est à 10 millions d'euros, 10,4 millions d'euros en 2024. Donc on est au plus haut sur les 5 dernières années et c'est la deuxième fois sur ces 5 mêmes dernières années qu'on dépasse les 10 millions d'euros. Donc sur les dispositifs spécifiques au court-métrage, derrière il y a l'aide avant réalisation, après réalisation, l'aide audiovisuelle, le soutien automatique et l'aide au programme. Là, on va se focaliser plutôt sur 2023 parce que c'est la dernière année sur laquelle on a analysé vraiment le court-métrage dans ses profondeurs. Et sur cette année-là, on est à 287 courts-métrages aidés et chiffrés. Ces 287 courts-métrages, c'est 115 000 € environ de coût moyen
de production. Donc on est au plus haut, c'est le graphique que vous avez en haut, au plus haut sur les 3 dernières années. Et après, on a des variations assez sensibles entre les différents dispositifs. Donc, quand on est sur un court-métrage aidé à la pré-réal, on est plutôt autour de 49 000 € comme coût moyen de production. Quand on est sur une aide avant réalisation, on est plutôt autour de 192 000 €. On a aussi ces variations selon le genre de programme. Donc, on va avoir un coût moyen plus élevé pour les programmes d'animation, autour de 184 000 €, qui est plus élevé donc, que pour la fiction, à 105 000 €, et encore plus que pour le documentaire, où on est autour de 78 000 €. Si on s'intéresse par contre au genre des réalisateurs, donc femmes, hommes, et donc strictement réalisés, ça veut dire que les équipes mixtes ne sont pas représentées ici. Sur le coût moyen, selon le genre du réalisateur, on est sur quelque chose d'assez proche entre les deux, puisqu'on est à 112 000 pour les femmes et à 118 000 pour les hommes. C'est des écarts qu'on voit déjà aussi... qu'on voit aussi dans le long métrage, mais des écarts qui sont bien plus prononcés dans le long métrage que sur le court, puisque là on a un écart qui est à peu près de 5%, quand on est plutôt autour de 25% sur le long métrage. L'autre petite chose à savoir aussi sur ces écarts entre les hommes et les femmes, c'est qu'en fait elles varient selon les années. Donc l'année dernière par exemple, les coûts moyens des courts-métrages de femmes étaient plus élevés que celui des courts-métrages d'hommes, qui pour le coup, ça n'arrive jamais pour le coup sur le long métrage. Est-ce qu'on identifie cela par rapport à la technique utilisée ? Alors souvent les femmes, elles sont sur des œuvres d'animation. Par exemple en 2022 c'était le cas. On avait beaucoup d'œuvres d'animation réalisées strictement par des femmes, et comme c'est déjà un genre qui est plus cher en termes de production, effectivement il y a ça. Sur le long métrage d'animation, on a très rarement des femmes. Si on s'intéresse à la distribution, donc aux différents circuits de distribution du court-métrage et à la salle en tout premier lieu, on a 5164 courts-métrages qui ont été diffusés dans au moins une salle de cinéma en 2023. Donc on est à un niveau très élevé si vous regardez sur les 10 dernières années, et à un niveau qui est en hausse constante depuis la fin de la crise sanitaire. Dès 2022, on a d'ailleurs dépassé le nombre de courts-métrages programmés avant la crise sanitaire, et en 2023, on est vraiment à un record historique. Et ce qu'on voit, c'est que c'est surtout, du coup c'est le petit graphique qui est derrière moi, c'est surtout en fait des films qui sont diffusés pendant des programmes. En fait, on en a 4707 qui sont diffusés dans le cadre de programmes d'animation, contre 457 hors programme, donc avant un long métrage, et on en a 190 qui sont diffusés des deux manières, donc à l'intérieur d'un programme de court métrage, mais également seul avant un long métrage. Peut-être juste un petit mot sur les programmes. En fait, c'est la plupart du temps des films qui sont associés ensemble pour qu'ils soient exploités comme un long métrage en salle. Et du coup, en termes d'entrée, on a une fréquentation record en 2023, puisqu'on atteint 4,3 millions d'entrées. Et du coup, ce qu'il faut savoir sur le court-métrage par rapport au long, notamment, c'est qu'on a une meilleure résilience. Alors, par rapport à 2022, on est donc à plus 33% quand le long-métrage est à plus 19%, mais c'est surtout par rapport à l'avant-crise que ça va se voir, où on a une fréquentation du court-métrage qui est à plus 21%, quand le long-métrage est toujours en deçà de 14% par rapport à ce qui se faisait avant crise. Alors, il y a deux choses qui peuvent expliquer ça. Une première chose, c'est qu'il y a vraiment un regain d'intérêt pour le court-métrage par les exploitants. Et l'autre chose, c'est qu'à partir de 2019 et pendant la crise sanitaire, avec l'agence du court-métrage, on a organisé tout un travail avec le CNC auprès des exploitants pour que le court-métrage soit mieux valorisé dans les bordereaux de recettes qui remontent, et du coup qu'on puisse mieux valoriser et le travail des distributeurs et le travail des exploitants autour du court-métrage. Le court-métrage, c'est aussi dans d'autres... il y a d'autres manières de le diffuser que la salle de cinéma, et notamment dans les festivals. Donc là, sur les festivals, c'est un questionnaire qu'on a envoyé via l'agence du court-métrage. On a 70 festivals qui nous ont fait un retour en 2020, enfin sur leur édition en tout cas 2023. Ce qu'on voit sur la carte de France, c'est que la plupart des festivals se situent... J'ai l'impression de faire la météo. Se situe plutôt dans le sud, à l'ouest et en Île-de-France. Et du coup, on leur avait proposé un certain nombre d'activités qu'ils pouvaient proposer pendant ces festivals. Et ce qu'on voit, c'est que sur les 70 qui nous ont répondu, il y en a 79% qui proposent une compétition spécifique
de courts-métrages. On en a 71% qui organisent des rencontres et débats avec le public autour des courts-métrages présentés et 59% qui font des séances jeunes publics. Mais on voit aussi qu'il y a d'autres ateliers, d'autres types de manières de travailler autour du court-métrage. C'est plutôt en bas, donc il y a moins de festivals qui proposent ce genre de choses, mais quand même, on a des ateliers de création, des concours de scénarios et aussi des ciné-concerts autour du court-métrage. Un petit peu comme actuellement, pendant toute la durée de la fête du court-métrage. Je précise peut-être du point de vue de vendeuse internationale, on a souvent des compétitions de court-métrage aussi en festival parce que c'est un moyen, la plupart du temps aussi pour les personnes qui diffusent les films, de valoriser un prix à la fin des cours et de ne pas payer une location unitaire dans le court-métrage. C'est une pratique qu'on a, c'est que la plupart du temps, on ne paye pas les droits des diffusions des films si c'est compétitif parce qu'on se dit que entre la mise en avant des films qui vont être gagnés, le fait de faire venir des jurys, ça, voilà, on accepte, on va dire, une diffusion gratuite dans ce cadre-là. Ça peut aussi expliquer ceci. Autre relais, du coup, la diffusion en linéaire sur les chaînes de télévision. Donc ici, vous avez les investissements des différents groupes audiovisuels. Dans un investissement, il y a investissement en achat, mais également en préachat de courts-métrages. Et donc, on a France Télévisions qui est largement au-dessus avec 2 millions d'euros d'investissement, devant Arte à 1 million d'euros et Canal+, donc pour la chaîne vraiment Canal+, qui est autour de 1 million d'euros aussi. Il y a les chaînes locales, effectivement, qui participent également à hauteur de presque 400 000 euros. Et pour chacune des chaînes présentées ici, ou presque, en fait, elles ont toutes un moment de leur programmation qui est vraiment dédié au court-métrage. Il y a d'autres systèmes aussi pour valoriser le court-métrage. C'est à travers les services de vidéo gratuites, donc notamment YouTube. Vous avez d'une part les pages dédiées au court-métrage des acteurs de la filière, donc TIC Univers Ciné qui a Univers Court ou même Arte qui est sur Arte Court. Et puis vous avez aussi les pages ou les comptes dédiés des écoles d'animation qui présentent les courts-métrages réalisés par leurs étudiants. Et enfin, pareil pour les studios d'animation qui vont présenter un certain nombre de leurs courts-métrages. Et je suis obligée de te reprendre sur le fait que ça soit gratuit, parce que si vous allez voir ces films en ligne, il y a de la publicité auparavant, sauf si vous avez un système de bloqueur de publicité, ce que je vous recommande. Mais en tout cas, qui est une manière aussi de remonter des recettes, puisque voilà, même si c'est gratuit, il y a quand même une rémunération et une rétribution de la part des ayants droit. Et après, ça c'est mon portable, c'est pas grave, il est résistant. Après, on a aussi les corners dédiés, sur les services des groupes audiovisuels, qui est gratuit, par exemple, notamment là où c'est présenté sur France.tv ou même Arte.tv. On a la vidéo à la demande par abonnement, donc ça va être tous les services type Netflix, Disney+, mais aussi MyCanal, Benchy. Alors je suis désolée, ça s'affiche pas très bien. Après, le PowerPoint a été présenté à Clermont-Ferrand, vous pourrez le retrouver sur le site du CNC, il n'y a pas de problème. Donc du coup, c'est MyCanal, Disney+, et puis on a aussi des services plus de niche, on va dire, type Benchy, qui est plus à destination des enfants, ou Shadows sur les films d'horreur, ou même Univers Ciné, qui est plutôt sur du film d'auteur ou du film à essai. Et du coup, au total, en décembre 2023, on était à 1317 courts-métrages qui étaient disponibles sur l'ensemble des services suivis par Médiamétrie. Donc, on est à peu près à 16 services. Et comme je vous le disais, il y a les services très importants, mais aussi quelques services de niche. Donc, au total, le court-métrage, c'est 11,8 millions d'heures de visionnage en 2023. On est sur une consommation qui évolue de manière continue depuis 2020 et qui est surtout portée, c'est ce que montre le graphique, par les programmes américains qui représentent plus de la moitié de la consommation du court-métrage sur ces services. Enfin, le court-métrage, c'est aussi l'international et l'exportation. Et du coup, là, c'est sur des données collectées par Unifrance. En 2023, on est à 911 000 euros de chiffre d'affaires pour le court-métrage à l'international. C'est un chiffre qui est porté par le marché américain où le prix d'achat moyen est plus élevé que sur les autres territoire de vente et d'exportation du court-métrage. Et on est sur un chiffre d'affaires qui est plutôt lié à la vente de la fiction et de l'animation, qui représente 56% même pour la fiction et 41% pour l'animation et autour de 3% pour le documentaire et l'expérimental. Peut-être juste un point, c'est les films français à l'international. Oui, effectivement, le court-métrage inclut français. Les coproductions.
Et enfin, là, je vous ai montré tout ça pour vous montrer qu'on avait quand même beaucoup de données sur le court-métrage, tant en termes d'offres que de consommation ou de valorisation. Mais c'est quand même un marché, une filière qui est difficile à suivre. Donc on a 3 études, et c'est celles qui sont énumérées là, qui sont plutôt bien rodées et qui reflètent de plus en plus la réalité. Donc on va avoir les entrées en salle à travers les bordereaux et tout le travail qui a été fait avec l'agence du cours pour sensibiliser les exploitants à mieux déclarer le court-métrage. On va avoir tout ce qui va être vidéo à la demande par abonnement avec le suivi que fait Médiamétrie. Et notamment le fait de suivre des plateformes très généralistes et des plateformes plus de niche. On va avoir aussi tout le côté international, donc avec le travail de collecte d'Unifrance. Et puis après, on va avoir quelques circuits qui sont plus difficiles à adresser, et du coup, on va faire une espèce d'enquête personnalisée. Donc, par exemple, sur les festivals, on envoie effectivement un questionnaire. Le questionnaire est assez bien rempli. Alors après, il est envoyé via l'agence du cours à tous les festivals. À tous les festivals. Et du coup, par exemple, en 2023, effectivement, il y a 70 festivals qui nous ont répondu. On en avait 86 en 2022. Donc, on est un peu déçus par le taux de retour, évidemment. Et c'est surtout que ces retours nous remontent très rarement des données de fréquentation. Elles sont beaucoup trop parcellaires pour qu'on puisse les analyser. Donc, c'est un vrai manque pour nous. On a aussi toute la partie chaîne de télévision où, effectivement, le service de la création du CNC fait les demandes auprès des grands groupes audiovisuels, mais il nous manque quand même sans doute une partie des chaînes payantes autres que Canal+, OCS et Ciné+. Et puis, on n'a pas à ce jour de données réelles sur l'offre proposées sur les chaînes, qu'elles soient gratuites ou payantes, et encore moins sur l'audience. Alors c'est quelque chose qu'on essaye un peu de trouver, mais voilà, tout est très, très, très compliqué sur ce circuit de distribution. On va avoir tout ce qui est vidéo à la demande, alors là, au sens plus large que l'abonnement, tout ce qui va être transactionnel à travers la location, l'achat, mais même autour de la vidéo gratuite, qu'elle soit financée ou pas par la publicité. Là, c'est pareil. Nous, on envoie un questionnaire, donc la direction des études du CNC envoie un questionnaire au service de vidéo à la demande. Cette année, les chiffres n'ont pas été présentés, mais elles sont dans l'étude qui a été publiée au moment de Clermont-Ferrand. On l'a envoyé à un certain nombre de services. 19 nous ont répondu cette année. Ils étaient 13 l'année dernière. Donc là, on est plutôt content du taux de retour. Mais pour autant, c'est toujours pareil. On a un défaut sur la consommation qui est, pareil, remonté de manière très parcellaire et ne peut pas du tout être étudié. Donc on a une idée de l'offre. On est à peu près, il me semble, si mes souvenirs sont bons, autour de 270 courts-métrages proposés en moyenne par ces différents services qui nous ont répondu. Mais voilà, on ne peut pas aller plus loin. Et puis après, on va avoir tous les angles morts. Donc les angles morts, ça va être les revenus. Alors les revenus plutôt des distributeurs et des ayants droit. On avait essayé il y a quelques années d'envoyer un questionnaire aux principaux distributeurs de courts-métrages pour pouvoir adresser justement tous les sujets autour des revenus et des ventes de courts-métrages. On avait été très ambitieux. On avait demandé beaucoup de choses sur tous les circuits de distribution et puis sur plusieurs années pour essayer d'estimer s'il y avait eu une évolution. Bon voilà, on a eu, ça a été compliqué pour les distributeurs, donc c'est un échange qu'il faut qu'on réorganise pour trouver le meilleur moyen pour avoir des remontées de données de votre part et puis pour pouvoir les analyser au mieux et montrer le travail que vous faites. Je suis sûre qu'on peut coordonner ça au même moment. On doit envoyer les données à Unifrance au niveau international et qu'on peut trouver une manière d'analyser encore mieux tous ces chiffres-là. En tout cas, je pense que c'est une réflexion évidemment à mener. Et du coup, nous, on voit aussi que dans les angles morts par rapport à la diffusion, il y a en effet toutes ces diffusions qui sont peut-être non rémunérées. Tu parles de 70 festivals en France. Nous, on en compte quasiment un par jour qui a lieu sur le territoire. Donc, c'est sûr qu'il y a aussi tout un aspect à ce niveau-là qui n'apparaît pas. En tout cas, il y a aussi une réflexion sur ces diffusions-là alternatives et qui ne vous remontent pas d'infos. Et le non commercial, même au-delà des festivals, il y a tout ce qui va être en médiathèque, etc. Où là, nous, on est totalement démunis pour savoir comment adresser le sujet, à passer effectivement par vous. En tout cas, merci beaucoup. Je pense que
C'est toi qui dis merci. Merci beaucoup, Sophie, pour toutes ces données. Je pense que maintenant, on va creuser un petit peu comment aller comprendre un petit peu mieux quelles sont les pratiques par rapport aux différentes fenêtres d'exploitation. Je vais juste regarder. Yann, il y a un problème, ça va ? Ok, d'accord. Bon, tout va bien. Ce n'est que les batteries du micro. Mais du coup, je vais proposer à Nathalie Lebel, Tiziana Degidio et à Jean-Charles Mille de me rejoindre sur scène. Merci beaucoup, Sophie. On peut l'applaudir. Et du coup, on va donc commencer, pour être sûr que je me trompe bien dans les différentes présentations, par la question des festivals, qui sont donc les premiers diffuseurs de courts-métrages, en tout cas au niveau international. Là, on a des remontées de chiffres. Et on parlera ensuite de télévision avec Nathalie, et on terminera sur tout ce qui est plateforme SVOD et VOD. Et donc je propose du coup peut-être à toi, Tiziana, de commencer. Et j'ai des chiffres, donc à partir du moment où tu veux que je les montre, je les montre. Vas-y, tu peux. Merci, Luce. Donc, je vais commencer par parler du chiffre d'affaires engendré par les festivals internationaux en 2023, puisque c'est la dernière année, c'est le dernier exercice analysé. L'étude 2024 est en cours de route. En parlant du coup des festivals, en se focalisant vraiment sur ce point-là, les festivals internationaux ont engendré 150 000 € de chiffre d'affaires, sachant que le chiffre d'affaires global du marché du court-métrage français uniquement à l'export a engendré en 2023 911 000 € de chiffre d'affaires. Du coup, malheureusement, il faut constater que les festivals internationaux interviennent sur le chiffre d'affaires global uniquement avec un 12,5%. En revanche, ce qui est très intéressant d'analyser, c'est que tout en restant vraiment pas le marché principal pour les chiffres du court-métrage à l'export, effectivement, les festivals internationaux sont le premier acheteur. Je parle d'acheteur même si on parle uniquement de location de copies, en nombre de transactions. Donc, une transaction, c'est une location de copie. En 2023, on a eu environ 3300 transactions, tout acheteur confondu. Les locations de copies ont été 1800. Donc, c'est 55% du marché total. Et c'est quelque chose de très important, puisque, effectivement, pour les festivals internationaux, à côté de la valeur économique, dans notre analyse, on a constaté qu'il y a une autre valeur, c'est la valeur ajoutée qui ont les festivals internationaux sur le marché. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pour analyser cette donnée-là, les festivals internationaux sont hyper importantes, et vous pouvez le confirmer, je pense, hyper importantes dans la vie d'un court-métrage. C'est en effet dans les festivals internationaux que les courts-métrages se font remarquer par les distributeurs qui sont sur place, par les acheteurs qui sont sur place. C'est l'endroit où les courts-métrages rencontrent le public, et là où aussi on peut les regarder sur grand écran, ce qui est malheureusement pas hyper fréquent pour les courts-métrages. Peut-être juste pour remettre un petit peu dans le contexte, et ce que j'évoquais auparavant, c'est-à-dire qu'en général, les festivals, quand un film est sélectionné en compétition, les festivals ne s'acquittent pas des droits de location des films, mais cela veut dire que, donc, toujours dans ces chiffres-là, quand un festival va s'acquitter de droits, c'est souvent que les films sont soit en compétition, en hors compétition, soit dans des programmes jeunes publics, soit diffusés a posteriori des festivals ou dans des reprises de programmes. Donc en fait, on peut imaginer que sur ces 3000 locations unitaires, ça n'intervient que justement soit
après d'autres diffusions, soit parce que les films ont déjà été sélectionnés. Donc voilà, pour remettre un petit peu dans le cadre, je pense que c'est bien de le remettre en effet en avant. Et puis évidemment, c'est le premier endroit où un film rencontre le public et peut être promu aux yeux des différents actrices et acteurs du milieu professionnel. Oui, merci beaucoup pour la précision. Quelque chose aussi qu'il était vraiment très intéressant de remarquer. Donc merci Luce de m'avoir fait faire ce focus vraiment sur les festivals parce que on a aussi analysé la tendance sur 10 ans. Donc est-ce que sur 10 ans, les festivals internationaux étaient en effet toujours en tête comme premier acheteur en termes de nombre de transactions. Et en effet, la réponse est oui, c'est bien le cas. Les festivals internationaux ont toujours été, au moins depuis les dernières 10 années, le principal moyen de diffusion des courts-métrages. Donc je ne vais pas parler d'acheteurs parce que ce n'est pas des vrais achats, c'est des locations de copies. Puis, je voulais aussi vous présenter les chiffres en termes de à combien, moi, distributeur ou producteur, je peux espérer d'avoir en termes de recettes avec une location de copie. Donc, le prix moyen d'achat en 2023 s'élève à 100 €, j'arrondis un peu, c'est 97 pour les festivals internationaux, alors que la moyenne, tout acheteur confondu, est de 270 €. Ce chiffre est surtout porté, c'est vraiment quelque chose qui varie beaucoup selon les années. On a touché, je pense, le minimum historique sur le prix moyen de location de copie en 2020. Ce n'est pas une surprise, je pense, où le prix moyen de location de copie a été établi autour de 80 €. C'était l'année Covid et l'économie des festivals internationaux a été très fragilisée par la pandémie. Du coup, cette difficulté après se transcrit aussi dans le prix moyen d'une location de copie. Peut-être juste, si vous cherchez aussi les tarifs moyens par rapport aux durées, parce que vous pourrez aller un petit peu plus loin sur les détails ou sur la qualité des films, vous avez la grille de l'Agence du court-métrage qui existe, qui peut servir de modèle. Et également, à noter pour les productrices et producteurs, l'aide au programme ne valide qu'une location de copie comme point pour les productrices ou producteurs que s'ils sont au-delà de 50 €. Je crois que c'est 40, mais je dis 50 pour valoriser le court-métrage. Pardon, vas-y, je te laisse. Merci. Donc, pour conclure, je vous présente un peu comment le court-métrage et dans quel territoire les courts-métrages français voyagent le plus dans les festivals. On ne parle pas de pays, mais je vais regrouper les données en termes vraiment de continents. C'est en Europe occidentale et en Amérique du Nord où le court-métrage est le plus sélectionné en festival, donc où on a plus de locations de copies. Pour l'Europe occidentale, on parle de 50-100% de location de copies, donc c'est énorme. L'écart entre les deux est assez important, dans le sens où l'Amérique du Nord, c'est le deuxième pays, mais quand même, on est autour de 12%. Donc, j'ai pris le prisme de ces deux continents aussi parce que c'est les deux qui présentent sur 10 ans des moyennes assez stables. Et en termes de recettes véritables, en Europe occidentale, on a engendré en termes de location de copies 100 000 € et en Amérique du Nord, 25 000 €. Et juste pour info, enfin aussi pour mettre en perspective, dans le milieu du long métrage, le premier territoire d'exploitation des films à l'international, c'est également l'Europe. Donc ce n'est pas vraiment surprenant. C'est-à-dire que nos premiers partenaires de vente internationale restent nos pays voisins.
Oui, et c'est là, on peut, les raisons sont multiples. Déjà, l'Europe occidentale, en Europe occidentale, le court-métrage français voyage bien puisque il y a déjà plusieurs pays francophones. Du coup, c'est aussi une question de langue et de sous-titrage, de frais de sous-titrage, etc. Mais aussi puisqu'il y a beaucoup de coproductions européennes et en particulier avec la France. Et aussi, un troisième critère, la valeur, pour revenir un peu à la valeur ajoutée dont je parlais tout à l'heure, c'est aussi que la valeur ajoutée d'un festival, c'est de pouvoir inviter un réalisateur ou une réalisatrice qui présente sur place leur court-métrage. Et du coup, c'est plus facile aussi de voyager en Europe qu'est dans d'autres pays. Super, merci beaucoup Tiziana pour tous ces chiffres. On va maintenant enchaîner avec la partie plutôt télévision, qui est souvent la deuxième fenêtre d'exploitation des films. Mais est-ce qu'elle va la rester ? Spoiler, non. Mais du coup, peut-être, Nathalie, est-ce que tu veux un petit peu nous expliquer quel est le champ ? Est-ce qu'on peut voir des courts-métrages à la télé ? Ouais, dingue. On peut voir des courts-métrages à la télévision. Alors, en France, on est franchement bien lotis puisqu'on est quand même un pays avec des diffuseurs, financeurs du court-métrage qui ont une vraie passion, qui se battent tous quand on discute avec Arte, France Télé, Canal, tout le monde auprès de leur direction se bat pour que le court-métrage perdure et soit toujours programmé. Donc ça, c'est plutôt génial. Et c'est surtout qu'on a énormément de diffuseurs si on compare aux pays européens où, au fil des années, en effet, les chaînes de télévision ont petit à petit disparu. En tout cas, les chaînes de télévision n'ont pas disparu, mais les acheteurs de courts-métrages dans ces chaînes de télévision ont petit à petit disparu. Et en Europe, ça a été assez flagrant. Mais même avec des acheteurs en Asie, etc. Moi, je trouve qu'il y a quand même, ça fait des années qu'il y a une baisse. Mais néanmoins, quand on fait les chiffres et quand on prépare notre bilan pour le CNC notamment, on est en plein dedans, il est en finalisation, il est en relecture. On voit bien que les chaînes de télévision et les droits TV restent majoritaires. Ce sont évidemment les plus rémunérateurs en termes de droits audiovisuels. Donc oui, ça reste. Oui, on a encore. Et il y a des tas d'émissions, sur les chaînes françaises, entre court-circuit sur Arte, Histoire courte et Libre court sur France Télévisions. Canal, j'ai oublié, je l'oublie là. En le disant, j'ai un trou de mémoire, c'est pas grave. Mais enfin bon, voilà, il y a des espaces complètement dédiés au court-métrage. En tout cas, en France, on est vraiment bien placé. Alors, je ne sais pas si tu veux qu'on entre dans le dur, quoi. Mais là, tu as mis des chiffres. En fait, pour vous expliquer, quand on vend, je vais peut-être commencer par la base, mais quand on vend un court-métrage à une chaîne de télévision, c'est donc un achat, on appelle ça. Un pré-achat, c'est donc avant sur scénario, etc. Donc un achat, il se fait de manière, comment dire ? Évidemment, les films sont sélectionnés par les acheteurs de courts-métrages et il se fait de manière, sur une durée de droit donnée, un territoire donné, une exclusivité ou non. Et donc, quand une chaîne de télévision achète votre film, elle l'achète donc pour une durée de droit. Je vais prendre un exemple très concret. France Télévisions prend 36 mois de droit en exclusivité sur France, Drumcom, etc. Donc ça veut dire que pendant cette période-là, les films sont bloqués sur les territoires France et Drumcom pendant les 36 mois de droit. Donc ça, c'est juste à savoir. Et quand une chaîne achète un court-métrage, elle l'achète pour toute la durée. Elle ne paye pas à chaque diffusion, parce que c'est une question que moi, j'ai très très souvent quand j'ai de nouveaux réalisateurs, réalisatrices qui m'appellent. Et ils m'ont dit, alors là, tu me vends mon film à Arte, c'est super, donc je vais être payé à chaque fois qu'il est diffusé. Non, et on est payé, ils achètent les droits sur une période donnée. Néanmoins, si votre film est acheté sur ces chaînes de télévision, c'est important de déclarer vos œuvres à la SACD. Parce que absolument, j'allais y venir.
Désolée, bien vu. Non, non, c'est très bien. Et donc, par contre, voilà. Donc là, c'est un achat de droit. Donc, l'ayant droit est donc la société de production ou réalisateur, réalisatrice. Tout dépend de du statut. Et ensuite, en effet, il faut vous déclarer en tant qu'auteur pour que toute diffusion soit rémunérée, enfin, vous soit rémunéré en tant qu'auteur auprès de la SACD, la SCAM, etc., si c'est des fictions, documentaires, animations. Et est-ce que tu peux nous préciser, tu parlais de la télévision, mais souvent les chaînes de télévision n'achètent pas que les droits télévisuels. Absolument. Ça, c'était mon deuxième point. Non, vraiment, on est un beau duo. Non, en fait, voilà, les droits TV, ce qu'on appelle les droits télévision, en fait, sont toujours associés maintenant, depuis de nombreuses années maintenant, à des droits VOD. Donc, par exemple, France Télé, pour revenir sur eux, France Télé, il y a France.tv. Donc les films sont proposés en replay, comme Arte.tv, les films sont proposés en replay, mais ils sont toujours associés à des droits dits de replay ou de free VOD. Enfin, ça s'associe à plusieurs types de droits. Et c'est vrai que désormais, c'est intégré totalement dans les contrats, c'est systématique. Et par exemple, une exclusivité sur des droits télé peut être un petit peu moins longue sur des droits, ce qu'on appelle non linéaires, c'est-à-dire donc en free VOD, par exemple, sur arte.tv pour être précis. Et si je suis une jeune réalisatrice ou un jeune producteur, comment je peux espérer vendre à des chaînes de télévision? Est-ce que tu peux nous dire où potentiellement tu peux rencontrer ces chaînes ou est-ce que je peux les contacter directement? Alors, si tu es une jeune réalisatrice, je t'invite à contacter les distributeurs. Parce que voilà, forcément les distributeurs ont une expertise du terrain, du secteur, du marché, et c'est beaucoup plus simple. On a des relations en fait très proches avec les acheteurs. On fait de la prospection, on défriche aussi de nouveaux marchés, donc c'est important. Après, on peut aussi aller avec son film taper à la porte des acheteurs. Les contacts sont d'ailleurs assez facilement trouvables sur le site d'Unifrance ou ailleurs. Enfin, c'est vraiment assez simple. Mais bon, souvent, les acheteurs télé, en tout cas, renvoient vers des distributeurs parce que, bon, alors nous, à l'agence du court-métrage, c'est peut-être un peu particulier, mais c'est vrai que souvent, on a des achats en lot. Et c'est souvent ce qu'ils font avec les distributeurs. Enfin, Jean-Charles pourrait le dire, toi tu peux le dire aussi, Luce. Souvent, c'est des lots de films et ça leur facilite la vie puisqu'ils ont un contrat avec une seule entité et ils peuvent donc une facture, enfin pour de 2 à 60, 70 films, 100 films. Enfin, ça arrive assez régulièrement et c'est beaucoup plus simple pour eux d'un point de vue administratif, tout simplement. Merci beaucoup. En tout cas, vous avez vu un peu les chiffres que Luce avait proposés. Donc, voilà, c'est la fourchette en fait d'achat donc en chaîne de télévision. Pardon, je vais commencer par ça. Souvent, le tarif, c'est un tarif à la minute. Donc, c'est en fonction de la durée de votre film. Donc, c'est assez particulier aux chaînes de télévision puisque en VOD, c'est souvent des forfaits. Un forfait global pour le film. Et donc la fourchette est très très large. Donc elle va vraiment de parfois quelques dizaines d'euros. C'est plutôt sur l'international que ça se passe, ça. Et puis en France, comme je disais, on est bien loti à tout point de vue et notamment en tarif d'achat à la minute. En tout cas, merci beaucoup Nathalie pour cette grande vision générale de la partie télévisuelle, et peut-être qu'on va pouvoir enchaîner avec toi Jean-Charles sur tous les autres types de droits, les nouveaux acheteurs. Alors j'ai un peu fait genre... Oui, c'est vrai que j'ai pas envoyé de chiffres. Non, mais de toute façon, je pense que c'est tellement... Enfin, peut-être qu'on peut commencer par cela. Le marché est assez volatile au niveau de la VOD et la SVOD, oui. Et peut-être qu'on peut commencer par une partie un peu de définition. Alors déjà avant aussi, par rapport à la VOD, ça fait plus de 20 ans que Premium Film existe et j'ai bien vu l'évolution du marché depuis 20 ans. Et la VOD aujourd'hui prend, alors je parle de plutôt notre volume, notre chiffre d'affaires, sachant aussi que les films français représentent que 10% de notre activité. Je préfère le préciser aussi par rapport. Et la VOD, la part de la VOD est passée de 0 jusqu'à 25% en 2019. Et depuis 2019, nous avons depuis ces 2 dernières années une part de 50 à 55%. Donc vraiment, la VOD a pris beaucoup de place.
dans notre chiffre d'affaires. Et de même pour les clients, depuis 5 ans, on a à peu près une trentaine de clients TV. Mais par contre, on a aujourd'hui une soixantaine de clients VOD. Quand tu dis VOD, donc tu mixes toute la VOD, parce que quand tu dis qu'il y a une forte augmentation... Alors VOD, effectivement, VOD, bon, moi je dis VOD, hein, pardon, je ne dis pas VAD, parce qu'on a l'habitude dans ce métier d'utiliser ce terme. C'est assez global. Il y a 4 types de droits. Il y a la TVOD, qui veut dire transactionnelle. Donc c'est une location via une box, via un site d'un programme, d'un film, avec une durée limitée et un nombre de vues limité. Il y a la SVOD, S comme subscription, c'est donc pour tout ce qui est abonnement mensuel, Netflix, et des plateformes plus petites aussi, comme Univerciné, comme Mubi, comme Bref. Après, il y a la AVOD, A comme ad, c'est la VOD accessible gratuitement, mais avec partage de recettes publicitaires, parce qu'il faut que l'internaute est obligé de voir de la publicité avant, et le partage de publicité des revenus entre la plateforme et l'ayant droit. Et enfin, le FVOD, comme free, c'est la possibilité de voir des films gratuitement, sans publicité. C'est ce qu'il y a sur pas France TV, sur certaines chaînes. C'est tout ce qui est replay. Après, il y a la pub pour le replay, mais pas pour le court-métrage, je pense pas. Arte, par exemple, fait de nombreuses collections, et nous, on travaille très très souvent sur leurs collections, par exemple les cours des grands, qui sont les cours de réalisateurs aujourd'hui confirmés, et qui sont les premiers pas en fait de ces réalisateurs. Et là, il y a ce qu'on appelle la Free VOD, qui a donc en accès libre et gratuit pour vous, en tant que spectateur, internaute. En fait, il y a quand même un achat de droit à l'ayant droit, évidemment. Donc voilà, donc ça c'est les 4 types de droits VOD, et c'est vrai que les principaux revenus proviennent de la SVOD, 80% à peu près. J'ai calculé dans d'autres chiffres. Et comme disait Nathalie, les télévisions prennent maintenant tous les droits, et moi je parle des droits VOD, c'est-à-dire qu'il y a des clients qui prennent que les droits VOD, SVOD, TVOD, avec ce qu'on appelle des holdbacks, c'est-à-dire que si une plateforme prend des droits SVOD, même si c'est non exclusif, demande à ce que le film ne soit pas diffusé gratuitement ailleurs, en AVOD ou en FVOD. En gros, si vous voulez diffuser votre film sur Vimeo ou sur YouTube gratuitement, vous ne pouvez pas le faire en même temps qu'il y ait une exploitation sur ces plateformes. Voilà. Donc là, au niveau de la SVOD, les grosses plateformes, alors c'est vrai que le prix, alors comme disait Nathalie, pour la VOD, c'est un forfait, c'est ce qu'on appelle un flat fee, c'est un forfait pour un film. Et le prix du forfait va dépendre de la taille de la plateforme. Netflix va acheter un film beaucoup plus cher qu'une petite plateforme qui diffuse du court-métrage sur 1 ou 2 territoires. Donc tout le monde connaît les principales plateformes américaines, principalement comme Netflix, Disney+, Max, ex-HBO, Paramount+, et Mubi aussi. Mubi a la particularité, pour le court-métrage, d'être une plateforme assez large, mais qui paye très très peu, très mal. Et les grosses plateformes, oui. Moi, je peux donner des qui achètent tarifs, peu de courts-métrages aussi, peu de courts-métrages. Et concernant les grandes plateformes américaines, c'est vraiment au cas par cas. Il n'y a pas d'activité récurrente d'acquisition. Netflix achète des courts-métrages qui sont nominés aux Oscars, par exemple, ou liés dans un package de longs-métrages. Il y a des vendeurs qui arrivent à glisser quelques courts-métrages. Et quand tu dis ça, en étant dirigeante d'une société qui a eu 2 films nommés aux Oscars, on n'a jamais eu d'achat à Netflix. Donc, par exemple, ils n'achètent que de la fiction. On n'a pas eu de chance parce que Netflix a commencé à vouloir battre des records de nominations aux Oscars. Donc c'était en 2021, je crois. Nous, on n'avait aucun film. Toi non plus, peut-être. On avait 2 en 2022, mais ils ont arrêté. Ils ont acheté pratiquement tous les cours nominés aux Oscars. Comme ça, ils étaient en tête du nombre de nominés. Mais depuis 2022, c'est plus leur priorité. En fait, c'est plus compliqué. En fait, c'est un petit peu ce qu'on peut percevoir sur la manière dont ils vont commencer à financer ou non des séries. On va avoir vraiment des achats très volatiles, c'est-à-dire qu'à un moment, ils vont se dire « Ah, le court-métrage, c'est trop bien ». La personne va ensuite changer de poste et donc cette politique ne va pas du tout être continue dans cette logique-là. Et ce qu'on voit, c'est vraiment, il y a des moments où on peut faire, c'est un one shot, quoi. Ouais. Au niveau de la, oui. Marche pas.
Juste pour préciser, nous, à Unifrance, on a constaté une seule vente à Netflix en 2021. Nous, on avait une expérience, juste pour un petit exemple, il y a de très nombreuses années, je pense que c'était aux alentours de... Quand ils ont lancé Netflix Europe. Et on avait eu une sélection de films, alors c'était que des films vraiment très primés, alors César, Oscar, etc. Donc c'était une belle sélection. Et en fait, au bout de 6 mois, ils se préparent à racheter un deuxième lot. On était plutôt contents. Et puis, il se passe 6 mois, et encore 6 mois, et puis plus de nouvelles. Et en fait, on s'est rendu compte, ils nous ont dit, ah ben non, il n'y a vraiment pas de public, le court-métrage, non. Et finalement, on s'est rendu compte que les courts-métrages étaient noyés au milieu de tout le contenu de Netflix, c'est-à-dire au milieu des longs, et il n'y avait pas ce corner et cette distinction aujourd'hui un petit peu plus claire, on va dire, avec des programmes, voilà, en gros, vous avez 10 minutes, voilà, il y a du court-métrage. Et ça s'est cassé la figure, mais clairement, et régulièrement, on leur demande des nouvelles et ils nous disent non, non, c'est pas notre priorité. En fait, ce qui est intéressant, c'est peut-être pour des personnes qui souhaitent avoir leur film sur ce type de plateforme, je pense que ça peut être assez difficile, assez long et peu efficace et souvent aussi peu lucratif. Mais peut-être que tu veux parler C'est pour ça que lorsqu'une plateforme, parce que toutes les plateformes c'est pareil, c'est pas évident de trouver un programme. Une plateforme qui veut mettre en avant un court-métrage, c'est le court-métrage qui aura gagné l'Oscar, qui aura ou qui comment dire, ou qui a permis aux réalisateurs, producteurs de faire un long-métrage qui a marché sur Netflix. Et concernant les prix, c'est ce que c'est un peu important, Netflix, les courts-métrages, le seul court-métrage qu'on a vendu à Netflix, c'était 80 000 $. D'où l'intérêt quand même d'essayer de vendre à ces plateformes. Et surtout que c'était seulement 2 ans de droit. Que la SVOD, on a pu négocier de retirer des territoires qui avaient été déjà vendus à Canal+, ou en Espagne. Voilà. C'était The Present, un court-métrage qui est nominé aux Oscars aussi. Et j'ai le seum maintenant. Pardon. Et du coup, est-ce que tu as donc, au niveau des plateformes et de la VOD, est-ce qu'il y a des endroits où c'est plus, on va dire, c'est plus consistant au niveau des achats, au niveau des revenus? Alors, ça dépend de la taille des plateformes et si c'est des plateformes spécialisées ou pas dans le court-métrage. Il y a pas mal de plateformes qui font les deux. Il y a des plateformes, disons, locales comme Sooner en Espagne, qui prennent beaucoup de longs, mais quelques courts, Filmin, que peut-être beaucoup connaissent, qui prennent aussi du court-métrage. J'ai noté aussi Criterion, mais qui enchaîne un peu moins de court-métrage maintenant, malheureusement. Canopy, Universiné, bien sûr, qui prennent aussi du court-métrage. Après, il faut voir aussi qu'avec le succès de Netflix, beaucoup de plateformes voulaient un petit peu essayer de surfer sur ce succès. Donc, beaucoup de plateformes ont été créées depuis 2013-14. Ils lèvent des fonds. Ils essayent d'avoir un contenu assez efficace, avec beaucoup de films et beaucoup de courts, souvent, parce que c'est plus facile pour elles d'acheter du court-métrage. Et au bout de 2 ans, les abonnements, ça ne marche pas trop, et en fait, elles vont arrêter. Donc nous, dans notre clientèle, depuis 10 ans, beaucoup de plateformes n'existent plus, déjà. Comme Next en Asie, j'ai noté aussi Brut, qui ne fait plus de court-métrage, Curia TV, Filmé au Brésil, Rétrogression, Gain en Turquie. Donc c'était intéressant, parce qu'ils avaient quand même une volonté de développer la diffusion du court via leur plateforme. Tout le monde voulait être le Netflix du court-métrage. Je ne sais pas si vous vous rappelez, alors j'ai un tout de mémoire, la structure qui a été créée en 2022 par un ex de Disney. Ils avaient levé $1 milliard, ils avaient 200 employés, et ils voulaient faire en fait vraiment une spécialisation du format court, court-métrage et série de courts, et ils ont arrêté au bout de 6 mois. En tout cas, on a eu toutes et tous beaucoup d'expérience avec ces structures qui ont existé et qui ont arrêté d'exister ensuite. Et au niveau des tarifs, pour toutes les petits sites VOD que j'ai cités, ou d'autres aujourd'hui comme Flixnip, Pink and White, Benchy, WeShort, l'acquisition, c'est à peu près en moyenne 200 € par film. Après, c'est la négociation sur la durée, les territoires, mais c'est le prix moyen, on va dire, sur une durée entre 3 mois, 1 an, voire 2 ans. En gros, 2 projections en festival, voilà. Pour remettre dans un contexte. C'est vrai que c'est peu rémunérateur. Par contre, si je peux dire un petit mot sur la VOD,
Moi, je vois depuis quelques années l'essor de l'AVOD pour le format court, avec les chaînes YouTube. C'est vrai que sur des films qui fonctionnent, alors là aussi, en fait, tous les cours ne vont pas fonctionner, mais sur un calcul, sur un film qu'on a depuis quelques années sur YouTube, un vieux film qui date de 2009, on a des revenus là récemment en 2024 de 2500 € sur l'année, ce qui est équivalent à 250 € la minute, soit un tarif assez intéressant quand on compare les tarifs pratiqués par les chaînes de télévision. Et juste pour peut-être clôturer cette partie freemium, et après on ira côté programmation pour comprendre un petit peu comment existent les films en salle. On a aussi des acheteurs qui achètent pour leur plateforme des films comme le New Yorker, comme le New York Times. C'est souvent des plateformes états-uniennes qui payent en flat fee et qui mettent à disposition gratuitement les films en ligne, souvent adossés à leur contenu journalistique, et qui du coup sont autour de 3 000, 5 000 € et qui peuvent être équivalents à ce qu'on peut imaginer en recettes sur YouTube. C'est un peu particulier parce que pour le New Yorker, par exemple, ils sont obsédés par les Oscars. Ils achètent des films en fait qui sont shortlistés, ce qu'on appelle des films qui sont, avant d'être nominés, il y a un certain nombre de films qui sont juste avant la nomination shortlistés. Et pour la fiction, ils n'en prennent que 3. Par contre, dès que le film sera nominé, ils vont dépenser un certain montant au niveau presse, au niveau marketing, pour pousser le film et être nominé. Et en plus, l'équipe qui a gagné l'Oscar cette année a bien mentionné au moment de la remise à remercier New Yorker. Donc c'est aussi une publicité, en fait. C'est tout un business chez eux. Hein. C'est un peu particulier comme droit. Voilà, ça vous donne une idée de toutes ces fenêtres d'exploitation. On va revenir à la salle et à comment programmer les cours. En tout cas, merci beaucoup à tous les trois. Merci à toi. Merci. J'espère que vous commencez toutes et tous à avoir beaucoup de questions. Gardez-les bien en tête. Du coup, je vous en prie, venez me rejoindre. Alors, peut-être pour vous présenter très rapidement et succinctement, je vais vous laisser le faire mieux que moi. Dans le cadre de votre travail, vous êtes amené à programmer du court-métrage, mais pas que. Et on va avoir plutôt une vision internationale avec l'Institut français et également une vision plutôt locale et de salle de cinéma avec la Forêt électrique. Ce que je vous propose, c'est de commencer avec toi, Marine, pour que tu nous expliques un petit peu déjà qu'est-ce que c'est que l'Institut français et comment vous travaillez à ce niveau-là. Merci Luce, bonjour et merci à la Fête du Cours pour cette invitation. Donc nous, l'Institut français, on est un opérateur public. Donc on travaille sous la tutelle de 2 ministères, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères d'une part et le ministère de la Culture d'autre part. Et on travaille à destination du réseau. Ce qu'on appelle le réseau, c'est le réseau diplomatique culturel à l'international, qui est constitué des instituts français dans le monde, des alliances françaises, des services de coopération et d'action culturelle des ambassades de France, des centres aussi binationaux, donc par exemple les centres franco-allemands, mais aussi de leurs partenaires culturels locaux qui peuvent être dans le cadre du cinéma, les médiathèques, les cinémathèques, les festivals, les musées, mais aussi les établissements scolaires. Donc voilà, on travaille pour ce réseau, ce qu'on appelle le réseau. On a une plateforme qui s'appelle IF Cinéma, sur laquelle on charge, sans rentrer trop dans les thèmes techniques, les films que nous acquérons pour le réseau. Et sur cette plateforme, le réseau peut programmer librement des films, faire sa programmation culturelle. Je précise aussi que les droits que nous acquérons sont des droits pour des projections publiques, donc in situ, c'est pas du streaming à la maison, et non commerciales, donc des projections gratuites. Est-ce que je développe encore un peu ou... Peut-être, oui, si tu veux développer un petit peu, peut-être combien de courts-métrages vous... Oui, alors en court-métrage, on acquiert environ 40 courts-métrages par an. On a 2 catalogues. On a un catalogue de films français et un catalogue de la Cinémathèque Afrique. Mais là, aujourd'hui, je vais parler de films français. Donc environ 40 titres annuels. Le catalogue, aujourd'hui, propose 270 courts-métrages français, donc exploitables par le réseau sur IF Cinéma en 2025, avec droit de diffusion en cours.
On achète les films pour environ 3 ans, pour les courts-métrages. Un peu plus long pour les films de patrimoine. On travaille en lien étroit avec l'agence du cours, mais pas que. On passe aussi en direct avec les vendeurs, Premium, Miu, etc. Tous les vendeurs de la place de Paris, mais pas que. On est à Montpellier. Non, mais oui, voilà, tout à fait. Et donc non, on a une stratégie sur mesure pour notre réseau. On propose tous les genres, donc animation, fiction, documentaire. On a plusieurs supports disponibles, mais la majorité, c'est le téléchargement. Donc sur cette plateforme, qui est une plateforme aussi de commande et sur laquelle on peut commander les films et les diffuser. On a un lecteur spécial. C'est un peu comme ça que fonctionne aussi la fête du court-métrage. Tout à fait, voilà. Donc plusieurs supports disponibles, mais bon, le téléchargement est désormais majoritaire pour le court-métrage, mais on a aussi du bêta SP, DVD pour la Cinémathèque Afrique, et du DCP un petit peu aussi, pour les films de patrimoine notamment. On a systématiquement des sous-titres en anglais et en espagnol, pour que ce soit le plus accessible possible, mais le réseau, donc les postes à l'étranger, est tout à fait capable de construire soi-même ces sous-titres, parce qu'on fournit des listes de relevés de dialogue. Et ils nous envoient ensuite leurs sous-titres. On les charge gratuitement. Donc par exemple, un poste au Japon, en Hongrie, il peut voir un film sous-titré dans sa langue locale gratuitement. En tout, on a 26 langues disponibles. On propose aussi des dossiers pédagogiques. Donc on a un onglet sur cette plateforme qui propose des dossiers pédagogiques pour pouvoir faire des projections pour la jeunesse, évidemment, mais pour l'apprentissage de la langue française, donc le FLE, mais aussi pour l'initiation à l'éducation au cinéma. Il y a des initiatives du réseau qui sont publiées, donc des petites interviews filmées, des capsules, mais aussi on a aussi des ressources, des liens vers des ressources du CNC, l'archipel des Lucioles, voilà. Et donc c'est un super outil qui est très plébiscité par le réseau, qui sert aussi, je le précise, à maintenir une programmation dans des pays en conflit. Voilà, certains postes en ce moment restent ouverts grâce aux projections cinéma, parce que tout le reste a dû fermer. Et donc quand il y a une médiathèque locale ou que sais-je, il peut y avoir des projections de cinéma, les enfants peuvent venir voir des films, les adultes. Eh bien, peut-être peux-tu nous parler un petit peu de qu'est-ce que vous recherchez au niveau de l'Institut français, parce que déjà j'imagine que vous cherchez que des films en français. Quelles sont un petit peu les thématiques, quelles sont les durées, quels sont les genres? Est-ce que vous avez une manière, est-ce que vous fonctionnez par case, ou peut-être comment fonctionne votre politique d'acquisition? En fait, donc nous, notre métier, c'est de valoriser la culture française, d'accompagner, de promouvoir la culture française à l'international. Et la jeune création aussi, bien sûr, ça fait partie de nos objectifs et de ce sur quoi on travaille au quotidien. On n'a pas vraiment de thématique d'acquisition. En fait, on a 3 temps forts dans l'année. On soutient My French Film Festival, le festival d'Unifrance, avec qui on est partenaire, qui a lieu en janvier-février. On acquiert à ce titre tous les courts-métrages de la compétition. On est partenaire avec la Fête du Cours. Donc tous les mois de mars, on construit des cycles de courts-métrages. Cette année, il y a 2 cycles. Un cycle de courts-métrages ultramarins qui s'appelle Regard des Outre-mer, et un autre cycle pour la jeunesse qui s'appelle Sous le ciel sur la terre, donc avec des films disponibles à partir de 3 ans. Donc on soutient la fête du court-métrage. Et il y a un autre temps fort, c'est la fête de l'animation en octobre, durant laquelle on construit des cycles aussi de films d'animation, et on permet en fait à cette fête d'avoir lieu aussi à l'international grâce à notre réseau qui s'empare de ces films, de ces cycles, et qui les projette à l'étranger. Et du coup, comment ça se passe? Il y a des attachés audiovisuels qui sont sur place et qui vont travailler avec des acteurs locaux pour faire des programmations, soit donc clés en main par rapport à des thématiques précises. Comment il y a ce choix? Oui, donc en fait, c'est les postes, donc ce qu'on appelle les postes à l'étranger, qui choisissent de faire leur politique locale, selon le contexte local, selon le directeur local. Mais en effet, il y a des attachés audiovisuels dans le réseau, il y a aussi des chargés de mission cinéma, chargés de mission audiovisuelle, qui construisent leur programmation culturelle comme ils le souhaitent. En fait, nous, on est un outil, on les aide, mais ils peuvent aussi donc acheter en local. Ce que je voulais dire sur la valeur, nous, en fait, donc c'est du non commercial, mais la valeur pour nous du court-métrage, c'est aussi qu'en fait, on achète déjà aux vendeurs français. Il y a des répercussions fortes à l'export. En fait, l'IF a vraiment
une position, une place de leader en tant que distributeur non commercial à l'étranger. Et ça peut créer des ventes aussi à l'étranger. Quand un film est projeté lors d'un festival, lors d'une programmation, et que voilà, qu'on se rend compte que ça marche bien, que le public vient dans les salles, ça peut donner lieu à une vente. Donc c'est ça notre force à nous aussi. Donc il y a des retombées financières pour les ICC, les industries culturelles et créatives françaises, mais aussi à l'international. Et donc voilà, donc pour nous, la valeur, vraiment, c'est la diffusion. La valeur du court-métrage, pour nous, c'est vraiment la diffusion. C'est notre travail de créer de la visibilité à l'international, de valoriser la jeune création et de suivre aussi. On aime beaucoup suivre les jeunes créateurs quand ils passent au long, éventuellement plus tard aussi. C'est notre travail de faire ça. Bah super, en tout cas, ça permet souvent d'avoir ce moment où vous rencontrez les artistes sur des courts-métrages et de pouvoir les retrouver sur leurs premières œuvres par la suite et les aider à accompagner. Oui. Et juste, peut-être, il y avait des chiffres, mais peut-être qu'on peut en parler après, ou je l'ai dit maintenant. Peut-être... J'ai un petit trou. Si, vas-y, tu veux résumer Et puis je voulais dire aussi que de manière générale, donc on soutient aussi beaucoup la jeunesse, donc beaucoup les films d'animation. Miou le sait bien. Voilà, c'est vraiment, voilà, c'est quelque chose de fort dans ce qu'on fait. Et les chiffres, bah écoutez, je sais pas si ça affiche, non. Mais je vais les dire. Donc là, il y a eu en 2024 plus de 2700 projections de courts métrages organisées dans le réseau. Ça représente donc plusieurs dizaines de milliers de spectateurs. Et en tout, la plateforme IF Cinéma, elle est utilisée par à peu près 8000 utilisateurs dans 176 pays. Qui représente, ça représente 176 pays, ça représente à peu près 400 postes. Donc par exemple en Allemagne, il n'y a pas que Berlin, il y a Munich, il y a 400 postes en tout. Voilà pour les chiffres. Mais je ne vais pas parler donc de tarifs, vu que c'est pas... Peut-être qu'on pourra en parler après avoir écouté Agnès. En tout cas, Agnès, peux-tu nous décrire un petit peu ce que vous faites avec La Forêt et dans quel cadre vous diffusez du court-métrage ? Bien sûr, je vais vous dire un tout petit mot peut-être pour vous présenter notre cinéma. Donc, c'est une nouvelle salle de cinéma à Toulouse qu'on a créée. Donc là, on est en phase de préfiguration. C'est-à-dire que nous, on porte un projet de nouvelle salle de cinéma. On a répondu à un appel à projet de la métropole et on a remporté un site qui fait 1200 mètres carrés. Et l'idée, c'est pas seulement d'avoir des espaces de projection, mais aussi d'avoir des espaces pour accueillir la création, la fabrication de courts-métrages, avec des espaces d'ateliers pour fabriquer des décors, de quoi tourner, donc des espaces de tournage et des espaces de post-production, avec aussi des chambres pour accueillir des artistes en résidence. Donc sur les 1200 mètres carrés, il faut imaginer qu'à terme, on aura à peu près un tiers des espaces, cafés, restaurants, espaces événementiels, 2 salles de cinéma et des espaces de fabrique. Du coup, quand on a remporté cet appel à projet, on était sur un site bien plus large qui fait 10 000 mètres carrés, qui est en chantier actuellement. Et nous, on s'est réjouis en fait de cette phase de chantier où on s'est dit super, ça nous fait 3 années où on va pouvoir lancer des saisons d'événements préfigurées, faire une première phase de travaux pour impliquer les spectateurs, tester notre programmation événementielle, mais aussi tester tout un tas de dispositifs qui vont intégrer les artistes dans l'activité de la salle. Donc nous, on appelle ça un cinéma créatif. C'est une salle à la fois de quartier, mais qui a aussi un rayonnement métropolitain parce qu'on accueille des artistes internationaux. On a un axe fort à la Forêt électrique autour de la fabrique. On est dans un ancien espace d'atelier, on accueille des artistes en résidence et donc on invite souvent des artistes et des techniciens pour parler de fabrication. Donc autour du court-métrage, c'est aussi comme ça qu'on vient travailler le court-métrage. Cette idée d'événementialiser, on a une halle, alors il faut imaginer aujourd'hui dans notre espace... Avant les futurs travaux, on a un espace assez modulable où on a un café, à peu près 80 places, et on peut très très facilement enlever ses assises, puisque c'est des fauteuils de cinéma qui sont fixés sur des roulettes. Donc on peut faire une soirée avec un court-métrage, un concert et une performance de poésie, ce qui nous arrive assez souvent. L'idée, c'était de venir tester un maximum comment croiser des publics et aussi comment, autour du court-métrage, venir former des talents sur le territoire, faire du développement de talents, ce qu'on trouve beaucoup en festival, à l'international, mais très très peu à l'année dans les salles de cinéma. Donc nous, le court-métrage, on le travaille assez naturellement. Enfin, moi, ça me parlait beaucoup, Marine, ce que tu décrivais, parce qu'on ne fait pas vraiment de distinction dans notre programmation entre le cinéma de fiction, documentaire ou d'animation. Tout ça, c'est ce qu'on a envie d'exposer. On aime bien... On programme de manière thématique là pour le moment, mais c'est quelque chose qu'on va garder à terme, cette programmation par saison, avec des thématiques très fortes qui sont pour nous des portes d'entrée pour les publics.
Et des exemples des thématiques que vous avez choisies? Dans la phase de préfiguration, on s'est amusé à programmer à l'année un peu à la manière d'un magazine. Étincelle, fabrique, territoire, futur. C'est un peu notre boussole pour la programmation du futur lieu. Parler de jeunes créations. Parler de jeunes créations. Fabrique, parler des processus. Territoire, parler de films situés, de l'endroit où on fabrique. Et futur, des imaginaires, de se projeter, de la jeunesse. À terme, les thématiques, elles seront plus... ça sera dans la continuité de ça, mais par exemple, l'année dernière, on a fait un week-end Solarpunk, ou l'année d'avant, Hacker l'image, ou autour des effets spéciaux indépendants. Ça serait un peu ça, nos thématiques de saison. Et dans le cadre de ces thématiques, on s'amuse on invite le court-métrage, à ce titre, lors de soirées spéciales. Donc souvent, nous, on constitue nous-mêmes des programmes de cours avec l'équipe. Et donc j'avais pas mal d'exemples, je peux peut-être en citer 2-3 pour illustrer un peu ce qu'on peut faire. On a invité un artiste qui s'appelle D12, que vous connaissez peut-être, qui est un artiste qui est animateur et qui publie beaucoup son travail sur Instagram. C'est un artiste 2D, donc animateur mais sur des logiciels de 3D, donc il travaille sur Blender. Lui, on l'a invité sur une double soirée. Donc pour moi, ça ressemble pas mal à ce qu'on peut faire à la Forêt pour croiser la diffusion et la création. On lui a proposé une carte blanche, pas une carte blanche justement, des courts-métrages surprises. On a choisi pour lui des courts-métrages qu'on allait lui présenter un peu dans son univers. Et il avait un clavier déporté. Donc pendant la projection, il faisait des captures d'écran de ce qui lui parlait, d'images, Donc, programme de cours, 30 minutes en direction des publics, qui était suivi par une masterclass où en fait il ouvrait ses captures d'écran et à partir de ces captures-là, il ouvrait l'interface de travail et il devait faire une séquence un peu en mode performance en 1 heure en parlant évidemment des films qu'il venait de voir. Donc pour nous, c'était une super médiation autour du court-métrage et ça s'adressait à des publics assez larges parce que même si c'était assez technique autour de sa pratique d'animation, il y avait vraiment un rapport de performance. On a pu organiser une soirée qui s'appelait Une chambre à soi autour du livre de Virginia Woolf avec un film qu'on avait découvert à Vision du réel, un court-métrage de Louise Moutz, qui est assez long mais qui fait moins d'1 heure, donc très dur pour nous à montrer. Qu'est-ce qu'on fait de ce format et peut-être c'est là où ça connecte avec la rencontre du jour, de la valeur du court-métrage. Qu'est-ce qu'on fait avec un format qui fait 30-40 minutes? On ne peut pas organiser une séance, on ne peut pas faire payer le prix d'une place classique aux spectateurs pour quelque chose qui durerait moins d'1 heure. Donc notre idée, c'était de se dire, OK, on dézoome et on va inviter d'autres femmes artistes qui ont ce processus de création, qui fabriquent dans leur chambre. Elle avait tout monté de A à Z toute seule dans sa chambre. Donc on a invité une nana qui avait fait de la musique et qui avait tout enregistré dans sa chambre et une autre photographe qui faisait de la poésie et qui prenait des portraits de gens dans leur chambre. Et on les a invités à parler de leurs 3 processus, concert, court-métrage et lecture de poésie avec les photographies. Et ensuite, la rencontre était super parce qu'on ne parlait pas juste de cinéma, mais évidemment, on a beaucoup parlé du court-métrage qui avait été montré, puisque beaucoup des questions tournaient autour de ça. On fait aussi des programmes autour de l'animation. Nous, c'est quelque chose qui marche hyper bien avec notre public. On a un rendez-vous Underground Animation où on travaille souvent avec vous, Miyu, mais pas que. On aime bien mélanger, nous, le répertoire et les nouveaux films. Dans le court-métrage, les publics n'ont pas vraiment d'endroit, en fait, hors festival, au sens grand public, pour découvrir ce qui se fait. Donc, en fait, quand on montre un film qui a 2-3 ans, ça pose souvent aucun souci à Toulouse. Les gens se disent pas « Ouh là là, c'est pas d'exclusivité, on l'a déjà vu ». Donc, nous-mêmes, en fait, on découvre des films... C'était une question que tu m'avais posée, Luce. On découvre des films par plein d'endroits, donc des films d'exclusivité quand on va à Clermont, Rotterdam, Vision du réel. Enfin, en fait, on fréquente les festivals, donc on y découvre des films. Mais on les garde parfois dans un coin de la tête et on les ressort quelques années après. On lit aussi des livres. Par exemple, Capricci avait fait toute une série autour du film d'animation dans lesquels il y avait plein de courts-métrages des années 60, 70, donc on avait pu découvrir. Donc ça, c'est des choses qu'on essaye de représenter. On regarde beaucoup de courts-métrages sur Internet, sur YouTube, sur des plateformes dédiées. Nous, on est des grands fans de films de science-fiction. Donc, par exemple, Dust, qui est une plateforme américaine qui va programmer
acheter du court-métrage pour les mettre sur sa propre chaîne, bah voilà, c'est des canaux qu'on va suivre, ou des plateformes, pas le New Yorker, mais nous, ça va plutôt être des plateformes de court-métrage, Short of the Week, on regarde ce qui sort, parce qu'on n'a pas toujours la possibilité de se déplacer en festival, et on contacte directement les vendeurs, ou on passe par l'agence. Donc ça faisait pas mal penser à votre travail. Nous aussi, on est présent sur Clermont, Cannes, Premier Plan à Angers aussi, durant lequel d'ailleurs on anime un jury de jeunes étudiants internationaux et on va voir tous les courts-métrages français ensemble et on donne un prix ensuite, un film qu'on acquiert, qu'on met sur la plateforme. Et il y a la question de la durée, évidemment. Nous, on va chercher des contenus très courts, parfois pour ponctuer, pour créer des virgules dans nos programmes. On aime... Pour des questions de valeur, en fait, c'est très très dur quand on constitue des programmes de cours de montrer 10 courts-métrages de 5-10 minutes parce que ça coûte cher. En fait, on va payer quand même une sorte de flat fee pour chaque court-métrage. Donc, on essaye de trouver un équilibre entre des films plus longs et des films assez courts parce que nous, on aime bien, c'est ce qu'on vient regarder beaucoup sur Internet. Vous voyez ces courts-métrages de 3-4 minutes, hyper dynamiques. Et ça, c'est des choses qu'on voit peu dans le catalogue de l'agence, peu en salle. Et qu'on voit beaucoup sur Internet. Et donc, on a décidé de monter tout un programme aussi de création. Donc, ce que je vous disais, on est aussi un lieu qui accueille la jeune création à Toulouse et le développement de talent. Donc, on a lancé un appel à films sur des formes ultra courtes pour à la fois présenter les films en salle et sur nos réseaux sociaux. Et peut-être juste une question, Agnès, avant d'ouvrir le floor aux questions. Je ne parle plus du tout bien français. Combien coûte une séance de cinéma à la Forêt ? Ça coûte 6 € quand on montre des films, 10 quand on fait des événements, type un concert plus des films. Et donc nous, quand on produit, en fait pour moi c'est produire une soirée, montrer du court-métrage. J'ai un forfait, je me dis on a entre 150 et 200 € pour payer les contenus. Et j'ai en fait un budget d'acquisition de droits à la saison. Et j'essaye de constituer un programme équilibré avec des contenus plus longs qui vont nous coûter en fait relativement moins cher à la minute et des contenus plus courts. On contacte toujours les ayants droit, mais parfois en direct, même sur YouTube ou sur Instagram. Parfois, quand on passe par les artistes en direct, surtout les Américains, ils offrent beaucoup leur contenu parce qu'ils n'ont pas trop envie, je pense, de s'embêter à facturer pour des... Mais c'est là où on voit que le rôle des distributeurs, il est hyper important. C'est que dans la question de la valeur, les artistes, ils n'ont pas toujours conscience de la valeur de leur contenu et ils n'ont pas toujours les moyens de gérer cette cession de droits. Et c'est parce qu'ils ne sont pas ici dans la salle maintenant, c'est pour ça qu'ils ne demandent pas de frais de... Non, mais même, il y a quelque chose un peu à l'américaine qui est marrant, où ils nous disent qu'est-ce que vous estimez comme valeur ? Et ils disent, vous ne nous le donnez pas à nous, ça nous arrivait très souvent qu'on nous le dise, mais placez-le dans votre programme de développement de talent. Donnez-le aux artistes du territoire. Mettez-le comme une bourse... Et je trouve ça hyper joli. C'est beaucoup de jeunes artistes américains nous ont écrit ça. Vraiment ce programme un peu de soutenir au moins les artistes de notre territoire et pas juste de garder ses sous pour autre chose. Okay. En tout cas, merci beaucoup pour ces présentations. Je vous propose d'ouvrir maintenant notre échange aux questions. Est-ce que vous avez des questions ? Évidemment, toutes les personnes qui ont intervenu auparavant sont aussi là pour y répondre. Mais du coup, comme vous êtes en train de parler, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ? Je sais que j'ai pas dit forcément tout ce que je voulais dire, mais non, je disais qu'on éditorialise nous aussi beaucoup, on crée des cycles thématiques sur le féminisme, sur la sur les films d'école, on propose des cycles sur l'actualité en fait aussi, et non mais ça me parle beaucoup. Et nous, parfois aussi, on invite des réels qui viennent. On a invité Guillaume et Kiem qui ont fait Ni Thaïlande, vous voyez, un documentaire dans un jeu vidéo. On les a invités à montrer leur nouvelle série qui va sortir sur Arte, La Vraie Vie, un épisode pilote, qui est super. Et on leur a demandé de présenter un film au public, une sorte de carte blanche. Et ils ont choisi des courts-métrages. Donc on a présenté des films documentaires ce soir-là. Et après, on a fait une session de jeux vidéo sur grand écran, vous savez, GeoGuessr, où on peut deviner où on est dans le monde. Et c'était marrant parce qu'en fait, quand on leur a adressé l'invitation, moi, j'imaginais un peu par simplicité qu'ils allaient proposer un long métrage et nous envoyer une liste de cours. Et on a dit, OK, trop bien. Et en fait, on a vraiment, ce que je n'avais pas dit, une grosse appétence de notre public pour ça. Il y a quelques années, on a fait une enquête auprès de nos spectateurs, 500 spectateurs, et on leur a dit, quel est le format que vous voulez le plus voir en salle ? Film de genre. La chose qui est la plus ressortie, c'est le court-métrage.
sur des séances dédiées, Et en fait, nous, quand on est en contact avec les publics, on nous dit toujours, mais où est-ce qu'on voit du court? Comment on fait pour voir du court? Parce que ça n'a pas cette visibilité qu'a le long métrage, en festival, en sortie salle. Et c'est pour ça que des événements, pour moi, comme la fête du court, sont hyper importants, ou la fête de l'animation. C'est qu'en fait, ça donne d'un coup un endroit de visibilité. Sinon, en fait, les gens se déplacent en festival. Et souvent, au mieux, il y a un festival de court-métrage sur nos territoires par an, quoi. Et du coup, oui, c'est presque une question de préciosité du contenu, comme il est rare, même si on peut y avoir accès partout. Tout d'un coup, se retrouver face à une programmation, ça a une valeur, ça permet de mettre en place des diffusions alternatives. Je pense que c'est aussi un espace de création. Enfin, en tout cas, quand on vous entend, je pense que c'est vraiment comme ça qu'on peut le percevoir. Vous avez toujours aucune question? Je vais mettre un autre panneau, comme ça peut-être que ça... En tout cas, merci pour votre attention. Mais néanmoins, si vous avez des questions, c'est maintenant ou jamais. On va terminer dans très peu de temps. Moi, je veux juste ajouter aussi... Ah, allez-y, monsieur. Lui, super enthousiaste. Bonjour. Moi, j'ai comme projet de monter... de revitaliser un petit festival sur une journée en fait de projection avec au préalable des projections scolaires. Je suis directeur de la culture sur une petite ville, 5000 habitants. Et je voulais savoir s'il y avait d'autres canaux que l'agence pour aller constituer des programmes de films qui ne seraient pas en compétition. Je fais par ailleurs un appel à films, mais je voudrais que les programmes que je présente en séance scolaire, de la crèche jusqu'au lycée, passe pas par les films que je reçois pour la compétition. Parce que je n'ai pas de garantie de recevoir les films adaptés, le nombre de films, etc. Donc je voudrais constituer des petits programmes. Par où je passe? Si ce n'est pas par vous, est-ce qu'il y a d'autres canaux? alors il y en a plusieurs. Peut-être que je peux me permettre de répondre, mais peut-être que vous avez aussi d'autres idées. En tout cas, je pense qu'il y a plusieurs façons. Il y a soit déjà imiter ce que peuvent faire d'autres festivals qui peuvent être comme celui de Clermont-Ferrand, comme Annecy. Enfin, tout dépend évidemment de votre classe d'âge et de thématique. Donc il y a tout ce travail un peu de recherche de ce qui a déjà été fait pour éviter de prendre beaucoup de temps sur ce travail de programmation. Il y a aussi s'adresser directement à des distributeurs ou distributrices qui vont avoir un peu des thématiques précises, notamment dans la salle, il y a Autour de minuit, donc voilà, sur la partie plutôt animation, et qui peuvent arriver presque avec des programmes clés en main. Il y a aussi des structures je pense toujours sur un volet plutôt étudiant, enfin élève, petit. Il y a aussi des distributeurs comme Cinéma Public Film, les films du Préau, qui ont eux aussi des programmes clés en main. Et donc ça, c'est une manière de voir les choses. Il y a aussi des personnes qui vont au festival 2-3 fois par an pour juste visionner justement au maximum ces programmes, et à la fin, ils font leur thématique. Ça peut être aussi une manière de faire. Il y a quelques jours, moi, j'ai découvert l'existence d'une nouvelle plateforme qui est pas loin de Toulouse, donc je vais en faire la promotion locale. Ça s'appelle Comet. C'est une plateforme qui est assez impressionnante, qui est destinée justement à des publics scolaires et qui va connecter les talents sur les territoires de courts-métrages avec des publics scolaires, en se disant que les gens qui font les films, les courts-métrages, leur premier cours, ont souvent un âge plus proche des étudiants. Et ils ont créé sur la plateforme tout un tas d'accès, de contenus annexes pour parler autour des films. Et ils mettent aussi à disposition, ce que je trouve super, tous les outils de fabrication, pré-prod, tournage, post-prod, les fiches techniques, les scénarios. Donc ça, c'est super aussi pour travailler hors du contenu du film, mais des ateliers. Ça s'appelle Comet et l'accès n'est pas très cher. En fait, on a accès au contenu sur du non commercial pour une centaine d'euros quand on s'adresse à des publics scolaires. Non, pour la plateforme. Et après, voilà, il y a toujours la question à quel point on a envie de passer par différents distributeurs sur ce travail de programmation. En tout cas, moi, j'aurais une tendance à dire sur une première année de se faciliter la tâche en travaillant avec des structures qui font déjà ce travail d'acquisition de droits, et ensuite, peut-être par appétence ou l'envie de programmer des choses différentes, de travailler un peu de façon différente. Mais je pense que toutes les personnes qui vendent des films dans la salle sont toujours assez flexibles et peuvent comprendre les contraintes. Juste ne nous demandez pas des films la veille pour le lendemain, c'est plus difficile à répondre à ce type de demande. Si je peux compléter, en grosso modo, pour un programme de 45 minutes, il faut compter quel budget?
Je dirais entre 150 et 200 euros, jusqu'à 300 euros dépendant des films. Mais voilà, c'est toujours, ça dépend dans quel contexte ça va être diffusé, comment vous allez faire en sorte d'avoir des rétributions et le nombre de personnes dans la salle. Et le nombre de diffusions. Bon, je vais laisser parler les vrais vendeurs. C'est vrai que c'est super la grille de l'agence. Enfin, pour nous, c'est une vraie référence, même quand on ne travaille pas en direct avec l'agence. Vous avez placé une grille avec des valeurs sur un marché et ça nous est arrivé, nous, de recevoir des prix dingues pour des films de 40-50 minutes, surtout venant de la part de vendeurs étrangers. Et en fait, ça place une référence, quelque chose, voilà. Je tiens vraiment à vous remercier toutes et tous de votre présence et j'espère que maintenant vous avez une idée de tout ce qui peut être fait au niveau du court-métrage. Je tiens surtout à remercier toutes les personnes qui sont montées sur scène et je vous souhaite une bonne après-midi. Ah si, j'ai une information à faire passer. Cet après-midi, on va avoir des échanges sur le passage du court au long avec des couples de réalisatrices producteurs ou d'ailleurs réalisatrices productrices ou réalisateurs productrice. Et en tout cas, l'idée, c'est aussi de montrer comment tout le travail qu'on peut faire dès le court-métrage peut permettre de faciliter le passage du court au long, d'aller chercher déjà le public et déjà de connaître toutes les institutions, personnes qui diffusent et de faciliter tout ce passage-là. Merci beaucoup et bon après-midi.